OK, donc je vais reprendre. On a construit ces mesures associées au comportement des sommes de Birkhoff en temps positif pour les attracteurs, en temps positif et négatif pour les difféomorphismes d'Anosov. Donc une deuxième conséquence importante est sur la dépendance des paramètres des dimensions de Hausdorff. Alors, je vais le faire dans un cas particulier. C'est un peu plus général que ça. Ça ce n'est pas certainement seulement pour la famille de Hénon. Mais enfin, malgré tout, il y a des restrictions qu'on verra pas, qui vont apparaître. Donc, je le fais pour la famille de Hénon. Et à la fin, je dirai quel type de généralité ça peut avoir. D'ailleurs, ça apparaîtra de la démonstration, de l'esquisse de démonstration que je vais donner. Donc, je considère la famille de Hénon exactement pour les valeurs des paramètres que j'ai considérés auparavant. Donc, le jacobien petit b dans la famille de Hénon est positif, et on a l'autre paramètre c qui est extrêmement négatif. C'est les valeurs pour lesquelles on avait vu qu'il existe toujours un fer à cheval. L'ensemble des points d'orbite bornée forme donc un ensemble compact, invariant bien sûr, et qui est en fait un ensemble basique de type cell, c'est-à-dire un fer à cheval en dimension 2. Alors, donc voilà, je veux dire, je viens de dire. Oui, vous vous rappelez du dessin, en quelque sorte, qu'on avait. On avait un carré où l'image du carré intersecte ce carré suivant deux bandes essentiellement horizontales. Inversement, l'image inverse intersectait suivant deux bandes essentiellement verticales. Donc ici, c'est R. Alors, ça continue, je veux dire, mais comme je cherche les points d'orbite bornés, on a, le carré R est pris suffisamment grand pour que tout point qui ne soit pas dans R s'échappe à l'infini, soit en temps positif, soit en temps négatif. Donc les seuls points d'orbite bornée se trouvent dans R, et en fait, pour être précis, comme ils doivent rester dans R pour tout temps, positif ou négatif, ils se trouvent dans l'union de ces quatre petits carrés. En fait, donc, ce qui apparaît tout de suite, comme il y a deux bandes horizontales et deux bandes verticales qui se croisent suivant toutes les possibilités, pardon, je vais aller trop vite, c'est que la dynamique sur KBC, sur l'ensemble basique, est conjuguée au décalage complet sur deux symboles. Là, vraiment conjuguée, pas seulement semi-conjuguée, parce qu'on est précisément dans le cadre totalement discontinu où on peut trouver des vraies conjugaisons. Donc, le résultat du ARUL nous dit qu'il existe un réel petit r strictement plus grand que 1, tel que... Ah oui, non, excusez-moi, celui-là n'est pas du ARUL, c'est un Hirsch-Piuschub, bien antérieur, c'est le corollaire, enfin, pas le corollaire, ce qu'on va voir ensuite, qui est du ARUL. Alors, c'est caractéristique de la dimension 2, ou si vous préférez, de la codimension 1, quand le feuilletage stable est de dimension 1, à ce moment-là, les applications d'holonomie sont de classe CR au sens de Whitney. Je dis au sens de Whitney parce que, bien sûr, les applications de le feuilletage stable, c'est un feuilletage qui, transversalement, et pas strictement parlant un feuilletage, c'est ce qu'on appelle une lamination. Et donc, l'intersection avec une transversale sera un ensemble de Cantor. Et quand on regarde donc, une application d'holonomie, donc d'une transversale dans une autre, on a une application d'un ensemble de Cantor dans un autre, et cette application, donc cette fois-ci, elle sera pas... Alors, on ne peut plus parler d'absolue continuité, puisqu'il n'y a pas de mesure... Enfin, cet ensemble de Cantor, il est une mesure nulle par rapport aux mesures de Lebesgue sur les transversales respectives, mais par contre, on récupère de la différenciabilité. Les applications de l'holonomie sont CR au sens de Whitney. Au sens de Whitney, c'est simplement parce que, bon, elles sont définies seulement localement. Ça veut dire que ce sont les restrictions d'application CR, d'application de classe CR au sens classique. Donc, on a un résultat de régularité. Alors, ce résultat de régularité, il est vraiment typique de la dimension 1 pour les feuilletages stables ou instables. Comme je le veux pour les deux, il me faut la dimension 2 au total. Alors, donc, c'est une restriction forte
à ce que je vais dire ensuite. Alors, c'est certainement vrai donc, pour les applications de Hénon. Alors, ça nous permet de définir... Donc, alors, le feuilletage stable, c'est le feuilletage horizontal comme ceci. Donc, je peux regarder des transversales. Je peux les mettre, ça peut être des feuilles instables ou ça peut être autre chose. Voilà une transversale au feuilletage stable, localement. Hein, voilà une autre. Voilà deux. Et donc, ce que je dis, c'est que l'application de l'holonomie est de classe CR. Avec un R qui est strictement plus grand que 1. Et donc, ça veut dire que vous regardez l'intersection, donc l'intersection avec la transversale ici ou l'intersection avec les transversales ici, c'est un ensemble de Cantor. Et comme l'application de l'holonomie est de classe C1, C1 suffit ici, hein, ça vous dit que la dimension de Hausdorff, donc de ces intersections, va être... Alors ici, j'ai pris l'intersection à une variété instable locale pour être directement dans KBC. Hein, mais de façon générale, si vous prenez donc le feuilletage stable, une transversale, eh bien l'intersection du feuilletage avec la transversale va avoir une dimension qu'on appelle dimension transverse stable, hein, qui est indépendante de la transversale, donc qui est bien définie. Hein, dimension, donc, voilà. Et donc, de la même façon, vous définissez une dimension transverse instable, puisque pour l'application de Hénon ici, passé et futur jouent des rôles symétriques. Hein. L'application de Hénon était d'ailleurs conjuguée à son inverse. Bon, enfin, à l'inverse en changeant de paramètre, pour être plus correct. Voilà, donc on a ces dimensions ds et du, et donc le théorème de Ruel, que j'avais un peu trop anticipé avant de lire l'énoncé, le théorème de Ruel nous dit que ces dimensions ds, du, donc qui bien sûr dépendent des paramètres bc, hein, en dépendent de façon le plus régulière possible. Ce sont des fonctions analytiques des paramètres bc. Alors, pas dans le plan tout entier, puisqu'il faut que je puisse parler d'ensemble basique, etc., etc. Donc, dans la région que j'avais considérée, une région, disons, avec B positif, hein, et C très négatif, donc un certain ouvert du plan, hein, eh bien, dans cet ouvert du plan, les ds et du, comme fonction des paramètres, sont des fonctions analytiques. Alors, de nouveau, je donne une idée de la démonstration. Donc, on vient de voir que c'est conjugué au décalage complet sur deux symboles. On définit de la même façon qu'avant le jacobien instable. JU, on l'a déjà fait, c'est la même définition. Et comme avant, on l'écrit. Hein, alors c'est comme somme, enfin A comme somme d'un cobord, xi moins xi rond sigma, hein, et d'une fonction phi plus qui, elle, est définie sur le décalage unilatéral, hein, AZ+. Alors, comme la fonction en question ici était strictement négative, enfin, JU est strictement plus grand que 1, donc moins log JU est strictement négatif, c'est très facile de voir qu'on peut choisir le xi ici qui apparaît, hein, de façon à ce que la fonction phi u+ soit elle aussi strictement négative, puisque l'idée étant qu'on ne change en fait ici par le cobord les sommes de Birkhoff que par des choses bornées. Ce que vous savez, c'est que les sommes Birkhoff de celle-là convergent, enfin se comportent, croissent linéairement avec un taux de croissance strictement positif. Et donc, il y a un résultat général qui permet de faire en sorte que cette fonction-là ici soit strictement négative. Alors, ceci étant, on considère comme précédemment l'opérateur de transfert. Alors cette fois-ci, pour démontrer le théorème, on va rajouter... Alors il y a déjà deux paramètres qui sont là, puisque tout ça dépend de B et C, mais je rajoute un paramètre supplémentaire dans le potentiel. Le potentiel que je vais considérer, ce n'est pas seulement phi u+, hein, même si, mais ça va être T fois phi u+. Donc j'ai maintenant trois paramètres, les BC qui sont les paramètres de la famille de Hénon, hein, et T qui est le paramètre supplémentaire que j'ai introduit dans l'opérateur de transfert. Donc je note comme précédemment lambda la valeur propre dominante, celle qui correspond au vecteur propre H, puis ensuite les deux mesures mu nu. Je n'ai pas besoin ici du vecteur propre H.
Alors, le point, là, je vais utiliser un petit peu, enfin très peu d'analyse fonctionnelle. Hein, c'est que d'abord, dans la formule qui est encore ici de l'opérateur de transfert, hein, vous voyez que j'ai des paramètres BC qui vont intervenir, en fait. Alors, je vais dire, je prétends que, que cet opérateur est analytique. Alors, il faut observer simplement la chose suivante. La dépendance en T, ici, est bien clairement analytique. Le T vient devant le potentiel phi+, hein, et donc la dépendance en T est absolument analytique. La dépendance en B et C également, parce que ce qui se passe, c'est que ici, j'ai considéré une fonction psi, qui est une fonction sur le décalage unilatéral à deux symboles. Donc, ce qu'il faut faire, c'est transplanter ceci par le codage, hein, alors, une feuille stable ou instable, enfin, un point de la... Je choisis par exemple une feuille instable. Non, une feuille instable verticale. Non, alors donc c'est plutôt... Oui. Et donc, les différents points du décalage unilatéral vont correspondre aux différents points de l'ensemble KBC qui se trouve sur cette feuille instable. Donc je me suis fixé un passé arbitraire, et donc ensuite j'ai une bijection entre les points du décalage unilatéral et les points de l'ensemble de Cantor qui se trouvent devant. Alors là, il faut se rappeler quelque chose que j'ai mentionné oralement tout au début, le premier ou le deuxième cours, le deuxième sans doute, c'est que quand on fait varier les paramètres, on avait vu l'ensemble KBC se déplace en quelque sorte avec les paramètres, hein, et j'avais mentionné que la conjugaison entre KBC et KB'C', hein, comme fonction des paramètres B'C', disons, en fixant le BC, hein, est une fonction qui est analytique quand je fixe. Elle n'est pas analytique par rapport au point ici. Hein, j'ai une conjugaison HBC. Alors, si vous préférez, d'ailleurs, le mieux, c'est peut-être de regarder directement le plongement. J'ai mon modèle. Le modèle, c'est le décalage unilatéral. Et quand je me sers de ce modèle pour paramétrer les points de la variété, ici, j'ai donc un plongement JBC de donc, ce décalage unilatéral dans, j'ai choisi ici une feuille instable assez arbitraire, hein, dans WU, donc une des feuilles instables ici, hein, dont l'image, donc l'image ici, c'est alors c'est sur, si je voulais, sur l'intersection de l'ensemble de Cantor KBC avec WU. Vu comme ceci, c'est un homéomorphisme, donc donné par le codage. Et ce que j'avais ce que j'avais mentionné, je n'avais pas expliqué au début, c'est que en fait, cette application, quand on fixe un point ici, hein, elle dépend analytiquement des paramètres B et C. Hein. Donc, quel que soit le θ donc, dans cet ensemble, hein, l'application qui a BC associe JBC de θ comme fonction, cette fois-ci, de R2 dans R2. Il y a deux paramètres réels ici. Ici, ça se trouve dans le plan. Ce serait plutôt dans le plan. Cette application est analytique. Alors là, c'est important, puisque ça nous dit que donc, quand je fais varier les paramètres, hein, le point Y lui-même qui apparaît, hein, qui est donné par le décalage, lui est donné au niveau symbolique, hein, va, comme point du plan, quand je considère son image par JBC, hein, va varier de façon analytique. Bon, donc j'ai cet opérateur analytique, et dépendant analytiquement des paramètres, et c'est donc aussi le cas de la valeur propre dominante. Donc là, c'est de la théorie spectrale, c'est une valeur propre simple, hein, et une valeur propre simple dépend toujours analytiquement des paramètres. Donc qu'est-ce qu'on observe maintenant? On observe que comme la fonction phi u+ était strictement négative, comme fonction du paramètre t, la fonction lambda est décroissante. C'est la première chose. Bon, ça, c'est assez clair. Hein. Si phi+ est négative et que vous multipliez par t, vous voyez que les coefficients vont décroître. Et donc, si tous les coefficients décroissent, en restant positifs, hein, automatiquement, la valeur propre doit être décroissante par rapport aux paramètres.
Et alors ensuite, vous avez cette propriété. Alors celle-là, c'est juste que quand vous prenez le t égale 0, bien sûr, ici, vous avez deux images inverses, puisqu'on a le décalage sur deux symboles. Et donc, vous avez le coefficient 2. Ça vous dit que la valeur propre va être égale à 2. Et d'ailleurs, la fonction correspondante, la fonction propre correspondante, c'est la fonction 1, la fonction identiquement égale à 1. Alors par contre, quand vous prenez t égale 1, et ce que vous avez pris à ce moment-là, t c'était le jacobien, le potentiel, pardon, est devenu simplement le jacobien instable, et je prétends qu'à ce moment-là, la valeur propre lambda est strictement plus petite que 1. Parce que si elle était égale à 1, c'est le cas qu'on a vu dans le cas Anosov. Dans le cas Anosov, mais dans le cas Anosov, l'ensemble KBC, par exemple, remplissait toute la variété instable. Ici, c'est un ensemble de Cantor qui va remplir seulement une partie de la variété instable, et ça force donc la valeur propre en question, lambda, à être plus petite que 1, à cause des taux de croissance exponentielle qu'on avait. Et donc, ça veut dire, comme donc, la fonction lambda est décroissante, prend la valeur 2 en 0, une valeur strictement plus petite que 1 en 1, et bien qu'on peut trouver un unique, donc c'était strictement négatif ici, une unique solution de l'équation lambda BC de t étoile égale 1. Donc, c'est bien sûr, c'est cette valeur t étoile qui va nous intéresser. La première chose à observer, c'est qu'elle dépend de façon analytique des paramètres, puisque la fonction lambda, elle dépendait de façon analytique des trois paramètres. Donc, par le théorème des fonctions implicites, comme la dérivée est strictement négative, on a une intersection transverse, et donc t étoile dépend analytiquement des paramètres BC. Ensuite, donc, là, on retourne. Alors, il faut savoir un petit peu, là, je n'ai pas le temps de passer justement du temps sur ce que sont les dimensions de Hausdorff et mesures de Hausdorff, mais en chaque dimension, enfin, disons ici, c'est strictement compris entre 0 et 1, il y a une notion de mesure de Hausdorff. Alors, attention, ce n'est pas une mesure de probabilité, les gros ensembles sont de mesures systématiquement infinies par rapport à cette mesure, mais enfin, il y a une notion de mesure de Hausdorff, ce que vous voyez, donc c'est le même argument qui vous avait dit que dans le cas des diffeomorphismes d'Anosov, la mesure donnée par le théorème de Ruel-Perron-Frobenius, cette mesure était en fait une mesure de Lebesgue, équivalente à une mesure de Lebesgue sur les variétés instables. Donc c'est le même principe. Le fait que mu soit une mesure propre par rapport à au dual de l'opérateur de transfert va vous dire que cette mesure mu, à normalisation près, parce que ici, va être la mesure de Hausdorff dans cette dimension. C'est-à-dire que la normalisation pour mu, c'est que la mesure de tout l'ensemble que vous voyez sur la transversale doit être égale à 1. Il n'y a pas de raison que la mesure correspondante de Hausdorff soit égale à 1, donc il faut mettre le facteur en question. Mais enfin, ceci étant, à proportionnalité près, c'est vraiment la mesure de Hausdorff. Et donc, ça veut vous dire que en fait, cette dimension transverse stable, ici, c'est précisément ce t étoile de BC. Et donc, ça montre bien, alors, ceci pour la dimension transverse stable, bien sûr, l'argument en remplaçant h par h-1, marche aussi pour la dimension instable. Et donc, on vient de dire que t étoile de BC était une fonction analytique des paramètres B et C, et donc ça sera aussi le cas ici. Alors, encore une fois, donc ce n'est pas quelque chose de général pour les ensembles basiques de type cell. C'est essentiel ici. Je veux dire, vous voyez où vous avez, enfin, à différents endroits, vous avez utilisé. D'abord, en dimension plus grande, vous pouvez en général même pas parler de la dimension transverse stable, parce que les applications d'holonomie, si ceci était un fer à cheval de dimension plus grande, si par exemple la dimension stable et la dimension instable sont égales à 2, eh bien, les applications d'holonomie comme ceci ne sont plus a priori de classe C1, et donc il n'y a plus de mesure transverse stable bien définie en général, simplement parce que cette mesure va, bon, évidemment, pour chaque transversale, vous pouvez regarder la dimension de l'intersection et calculer cette dimension de Hausdorff de l'intersection, mais a priori, elle ne sera pas la même ici, 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 enfin ça dépendra complètement de la transversale, donc il n'y a pas de notion qui soit intrinsèque et bien définie. Bon, par ailleurs, effectivement, quand vous avez aussi utilisé
Enfin bon, c'est surtout ça que je dois dire. OK. Alors, dans le temps qui me reste, je vais introduire, donc, comme je l'ai un peu promis au début, une première notion d'entropie qui est la plus simple à introduire, c'est la notion d'entropie topologique. Donc on a vu déjà à 2 reprises apparaître le mot entropie. Au moment de définir la pression, où j'avais dit que la pression de la fonction nulle, c'est l'entropie topologique, et au moment de donner le principe variationnel, ou dans la formulation même du principe variationnel, il y avait la notion d'entropie métrique. Alors l'entropie métrique, ce sera pour la prochaine fois, le début de la prochaine fois, mais maintenant donc, je parle d'entropie topologique. Donc le contexte pour définir l'entropie topologique, c'est, enfin en tout cas le plus simple, c'est de considérer un espace compact, et donc une application continue de cet espace dans lui-même. Alors, la définition générale, on va voir une définition enfin peut-être plus parlante, mais pas forcément plus simple, lorsque X est un espace métrique compact, en présence d'une distance. Ici, je donne directement la définition générale, qui est en tout cas plus courte peut-être. Donc c'est de considérer, donc, pour chaque recouvrement ouvert de X, donc X est compact, donc je peux toujours extraire un sous-recouvrement fini, et donc j'appelle norme de U, ou enfin norme de U, le nombre minimal d'éléments d'un sous-recouvrement de U, fini donc. Voilà, donc ça c'est pour introduire cette quantité associée à U. Maintenant, il y a 2 opérations que je veux faire sur les recouvrements ouverts. Le premier, c'est les transporter par F. Alors attention, F est continu, je ne veux pas prendre l'image des ouverts qui n'est pas forcément ouvert. Je prends, comme toujours, un peu, enfin, je prends l'image inverse plutôt que l'image. Donc je regarde les F-1 de U. Bien sûr, si les U couvrent X, les F-1 de U couvrent aussi X. Donc j'ai un recouvrement naturel que j'appelle, donc, alors on l'appelle comme ça, F star en haut U. Et puis une autre observation. Alors bien sûr, ça c'est clair que si j'ai un sous-recouvrement de U avec un certain nombre d'éléments, je peux prendre les images inverses de ces éléments, j'ai encore un sous-recouvrement, et donc prendre F star de U ne peut pas augmenter la norme. Ensuite, il y a une autre opération, c'est de faire l'intersection, enfin donc U wedge V de 2 recouvrements, donc qui consiste à prendre les intersections des éléments des 2 recouvrements. Alors de nouveau, bien sûr, si U et V sont des recouvrements, c'est clairement un recouvrement. Et maintenant, si vous avez des sous-recouvrements de U et V qui sont minimaux du point de vue cardinalité, vous pouvez prendre les intersections de ces éléments et voir que donc, la norme de U wedge V, c'est au plus la norme de U fois la norme de V. Alors, on a presque la définition de l'entropie topologique. Qu'est-ce que je fais? Je commence avec un recouvrement ouvert U, et donc je combine les 2 opérations dont je viens de parler. C'est-à-dire que je transforme U par F, F2, F3 jusqu'à Fn-1. Donc j'obtiens comme ceci des recouvrements de U. Et ensuite, je prends le wedge de tout ceci, et j'appelle ce nouveau recouvrement wedge N U. Alors, ce qu'on vient de voir, enfin, la propriété de cette propriété plus celle-là, quand on les met ensemble, ça nous dit que j'obtiens comme ceci une suite de normes qui est sous-multiplicative, dans le sens où la norme à l'étape n plus n est au plus le produit des normes. Bon, c'est juste cette propriété que je coupe en 2, et puis ensuite j'applique en revenant, en prenant le F étoile ici pour le morceau qui ne commence pas par U, je vais diminuer, enfin je veux dire, est au plus celui correspondant ici. Et donc, quand j'ai une suite, alors sous-multiplicative, ça veut dire qu'il faut que je prenne des logarithmes pour prendre une suite sous-additive, et on a un lemme dont on se sert sans arrêt en système dynamique, le lemme sous-additif qui nous dit que donc cette limite existe et elle est en fait égale à l'inf de la même suite. L'inf de la même suite, et on définit ceci comme étant l'entropie topologique de F par rapport au recouvrement U. Voilà, donc c'est le taux de croissance exponentielle. Vous prenez
Donc, bon, on va le voir sous d'autres formes, hein, mais vous voulez coder en quelque sorte, vous voulez coder les itinéraires en temps n, hein, par rapport au recouvrement. C'est-à-dire quels sont les éléments ici de ce recouvrement, hein, vous allez dire dans quel élément du premier recouvrement vous êtes, ensuite dans quel élément f de x se trouve, c'est bien ça puisque c'est f-1 de u, hein, dans quel élément du recouvrement f2 de x, etc. Donc vous prenez les premières n étapes de l'itération, hein, vous regardez dans quel élément du recouvrement ça peut se trouver, hein, et vous regardez combien vous avez de possibilités différentes. Hein, c'est bien ça le nombre minimum d'éléments dans le recouvrement, et vous regardez finalement le taux de croissance exponentielle. Donc, finalement, l'entropie topologique, c'est juste obtenu, hein, en prenant le sup sur tous les recouvrements possibles. Alors, je le dis maintenant, mais je le redirai aussi dans un instant. Très souvent, bon, en général, j'ai fait aucune hypothèse ici, enfin, je veux dire, X est un espace compact, F est une application continue, mais il n'y a aucune hypothèse de nature dynamique, et dans un cadre si général, il faut effectivement que je prenne le suprémum. Hein. Mais dans les cas qui m'intéressent, enfin, je veux dire dans les cas qu'on va un peu hyperboliques, le plus souvent, en fait, ce suprémum est atteint dès que le recouvrement est suffisamment petit. Bien sûr, je ne veux pas prendre comme recouvrement le recouvrement par l'espace tout entier, j'ai qu'un élément et ça ne me donnera rien, hein, mais dès qu'on diminue un petit peu la taille des éléments du recouvrement, en général, on obtient automatiquement que l'entropie qu'on obtient ici est directement le suprémum. Je veux dire, réduire la taille du recouvrement, bien sûr, ça augmente individuellement, je veux dire, ces tailles-là. Je veux dire, ceci dépendra bien sûr du recouvrement. Mais quand je passe ici au taux de croissance exponentielle qui est exprimé dans cette fonction-là, en fait, ça disparaît très souvent, pas toujours, hein, et donc ça ne dépend pas vraiment du recouvrement. Le plus souvent. Hein. Encore une fois, ce n'est pas du tout un résultat, c'est une constatation pratique. Alors, quelques propriétés qui résultent immédiatement de la définition. Hein. Alors, d'abord, l'entropie de l'itération km de f, hein, c'est simplement k fois l'entropie. Bon, ça, c'est juste regarder la définition. Hein, c'est essentiellement, vous allez diviser par 1 sur nk et 1 sur n, donc enfin, il y a un facteur k entre les deux. Ensuite, si f est inversible, quand f est un homéomorphisme, hein, à ce moment-là, l'entropie de l'inverse, c'est aussi l'entropie de f, parce que cette fois-ci, quand on considère f étoile u, c'est en fait égal à u, donc on peut changer les f en f-1. Alors, que ça soit invariant par conjugaison topologique, c'est pratiquement une trivialité, puisque vous avez pris le suprémum sur tous les recouvrements, et chaque fois que vous avez un recouvrement, vous pouvez considérer le recouvrement déduit du premier par conjugaison topologique, par la conjugaison qui est un homéomorphisme, donc c'est un autre recouvrement, et comme c'est une conjugaison, vous transformez l'entropie H de FU en l'entropie du conjugué de F par rapport à l'image de U. Donc c'est de nouveau complètement élémentaire, un peu plus intéressant, enfin je veux dire, bien sûr c'est important que ce soit invariant par conjugaison topologique, mais c'est trivial, hein, c'est que quand vous avez une quand vous avez, oui, H, une semi-conjugaison entre deux applications continues F et G, eh bien, l'entropie en bas, hein, est inférieure à l'entropie en haut. Hein, je veux dire, l'entropie... Donc l'application H de x dans y est surjective, hein, et donc la dynamique à ce moment-là sur y a une entropie topologique plus petite ou égale, hein, que celle sur x. OK, alors ça peut paraître un peu abstrait à cause de ce suprémum sur les recouvrements. Une façon un peu plus, je veux dire, agréable de calculer, même si elle n'est pas forcément aussi pratique quand on fait des démonstrations théoriques, hein, c'est de se placer sur un espace métrique compact, ça sera pratiquement toujours le cas, et comme précédemment une application continue, et d'introduire un certain nombre de quantités. Alors, la première, c'est de définir une distance qui part de la distance petit d, qui est la distance sur grand X, hein, qui définit une distance qui dépend de la dynamique, d10n, qui regarde l'écart maximal entre les orbites de x et les orbites de y entre les temps 0 et n.
Hein, donc voilà elle a une distance dn. Je vous laisse vérifier que c'est une distance, hein, c'est clair. Ensuite, à partir de cette distance, vous allez regarder deux quantités essentiellement. La première, hein, donc les deux quantités sont reliées à la distance dn. Vous calculez, et d'une part, donc, étant donné un epsilon positif, vous regardez le nombre maximal de points dont les distances mutuelles sont au moins égales à epsilon. Hein. Alors bien sûr, ce nombre existe parce que x est métrique compacte. Et puis d'autre part, quelque chose qui ressemble beaucoup à Rn d'une certaine façon, c'est le nombre minimal, cette fois-ci de boules, hein, de rayons epsilon. Alors de nouveau, hein, j'insiste, pour la métrique dn, hein, pour la métrique dn, nécessaire à obtenir un recouvrement. Donc vous voyez, la connexion avec la chose précédente n'est pas très loin. Hein, alors, donc il y a une propriété que je vais montrer ou plutôt expliquer au tableau. Hein, c'est celle-là. Donc les deux quantités Rn et Sn sont tout à fait reliées. Hein, alors si je fais un petit dessin. Alors, d'abord, pour montrer que Rn de 2 epsilon est inférieur, alors il devrait être clair d'ailleurs que comme fonction de epsilon, hein, les fonctions Rn de epsilon ou Sn de epsilon sont des fonctions décroissantes de epsilon. Donc, donc ceci, c'est simplement que donc, si vous avez un recouvrement par des boules de rayon epsilon, c'est des boules ouvertes de rayon epsilon. Et donc, dans une boule, si j'ai par ailleurs un ensemble dont les points sont mutuellement distants de au moins 2 epsilon, je ne peux pas trouver, évidemment, 2 points dans la même boule, hein, puisque en passant par le centre et l'inégalité triangulaire, la distance entre les deux points est strictement inférieure à 2 epsilon. Donc, si je ne peux pas mettre plus d'un point par boule, eh bien forcément, le nombre maximum de points à distance mutuelle 2 epsilon est au plus égal au nombre de boules dans le recouvrement en question. Inversement, hein, si je dois montrer la deuxième partie de l'inégalité, c'est-à-dire que Sn de epsilon est inférieur à Rn de epsilon, cette fois-ci, que je ne dise pas de bêtises, oui, donc si j'ai un système de boules, donc je prends un système de boules. Attendez que je ne le dise pas. Ah oui, non, c'est plutôt ça, excusez-moi. Je commence par ceci. Je commence par des points qui sont à distance mutuelle. Donc au moins égale à epsilon. Je prends les boules centrées en ces points. Alors évidemment, ce n'est pas un bon dessin. Enfin, si. Je n'ai pas dit où est l'espace. Je prends les boules de rayon epsilon centrées en ces points. Alors, je ferai mieux de le faire. Le dessin n'est pas correct quand même. Donc, j'ai dit que les distances entre les points hein, sont supérieures ou égales à epsilon. Donc, j'ai plutôt un dessin comme ça, etc. Voilà. Donc, je prends un ensemble de cardinalité minimale maximale de points à distance mutuelle au moins epsilon, je prends les boules centrées en ce point et je vais vous montrer que c'est un recouvrement. C'est simplement parce que si ce n'était pas un recouvrement, j'aurais un point quelque part qui n'est pas dans l'union de ces boules, et par définition, bien sûr, la distance de ce point à tous les centres devrait être au moins égale à epsilon, et par conséquent, je pourrais rajouter le point, et ça contredirait la définition de Rn de epsilon. Donc on a bien ces inégalités. Alors, je dis ça parce qu'on n'a pas tout à fait, dans ce cadre-là, un lemme sous-additif ou quoi que ce soit. Hein, on l'a à 2 epsilon près, si j'ose dire. Donc en fait, on peut montrer, à partir de ces propriétés et de la définition par recouvrement de l'entropie topologique, qu'on obtient l'entropie topologique à partir des suites Rn ou Sn. Alors malheureusement, il faut prendre, je veux dire ici, on a, contrairement au cas
avec recouvrement, hein, on a ici une liminf, parce que cette suite-là, on n'a pas de sous-additivité qui nous permet de conclure que cette suite, pour epsilon fixé, cette suite est sous-additive. Hein. Donc on est obligé de prendre la liminf. Ce n'est pas grave de prendre la liminf ou la lim sup, ça donnera le même résultat, mais ça donnera le même résultat seulement une fois que j'aurai fait tendre epsilon vers 0. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que la liminf ici est égale à la lim sup ici quand je fixe epsilon. Mais par contre, bon, je peux considérer la liminf et la lim sup, et quand je fais tendre epsilon vers 0, les deux se rapprochent. Donc on aura le même résultat, et je peux aussi bien, ça c'est clair à partir de ce que j'ai considéré ici, hein, les suites Sn et Rn sont intercalées, hein, puisque bien sûr ici j'ai Sn de 2 epsilon qui est plus petit que Rn de 2 epsilon, etc. Donc les Sn sont contrôlés par les Rn et vice-versa. Hein. Et donc je peux aussi bien prendre les mêmes quantités avec les Sn. Bon, donc là, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein, dans la pratique, très souvent, en fait, les limes inf et les limes sup seront les mêmes et elles ne dépendront même pas de epsilon. C'est ce que j'avais dit sur le recouvrement. On prend le sup sur les recouvrements grand U-ronde, là, hein, mais en fait, dans la pratique, très souvent, ce sup est inutile et dès que le recouvrement est assez petit, on obtient quelque chose d'indépendant du recouvrement. Donc la même chose ici. Le plus souvent, enfin très souvent, pas le plus souvent, mais très souvent, quand epsilon est assez petit, ces quantités-là sont indépendantes de epsilon, et en fait, la liminf est une ellipse sup, ça converge. Donc, c'est la limite de log Rn epsilon, 1 sur n log Rn epsilon, dès que epsilon est assez petit. Voilà. Bon, donc je termine pour aujourd'hui avec quelques exemples que je ne fais pas, mais enfin, je veux dire qu'ils sont élémentaires. Alors, l'entropie topologique du décalage complet. Hein, donc si j'ai un alphabet avec des symboles, eh bien, que je regarde le décalage unilatéral ou bilatéral, ça ne changera pas. Hein, l'entropie topologique sera le logarithme du nombre de lettres dans l'alphabet. Donc log 2, par exemple, dans le cas du Ferrachval à Laénon, puisqu'il est topologiquement conjugué au décalage complet sur 2 symboles. Donc pour le KBC, l'ensemble basique associé à l'application de Hénon, pour les paramètres que j'ai considérés, c'est-à-dire C extrêmement négatif, ça sera log 2. Ensuite, si on prend un sous-décalage de type fini, hein, et ben cette fois-ci, on va obtenir log lambda. Lambda, cette fois-ci, étant la valeur propre dominante associée à... Alors, je triche un peu en disant le théorème de Perron-Frobenius parce qu'il y a des coefficients nuls dans la matrice de transition. Hein, mais en fait, si j'aurais dû dire par contre, oui, transitif, je le dis, hein, une fois qu'il est transitif, je peux en fait le remplacer par une puissance du décalage qui, elle, est topologiquement mélangeant sur un nombre fini de sous-parties compactes. Hein, et là, en prenant l'itéré adéquat, je tombe dans le cadre du théorème de Perron-Frobenius et j'obtiens une valeur propre dominante, hein, lambda, et l'entropie topologique sera simplement le logarithme de cette valeur propre dominante. Alors là, c'est un résultat d'une nature très différente parce que c'est essentiellement très lié. Je veux dire, ici, je peux avoir des dynamiques extrêmement compliquées. Dans les deux cas précédents, j'avais une dynamique complètement sous contrôle et on calculait. Ici, c'est purement le fait que j'ai quelque chose d'holomorphe. Donc j'ai une application rationnelle, par exemple un polynôme, hein, de degré d qui agit sur la sphère de Riemann. Alors il peut agir de façon... Enfin, la dynamique du point de vue topologique peut être extrêmement compliquée, mais pour des raisons d'holomorphie, hein, vraiment, l'entropie topologique sera toujours la même et sera le logarithme du degré de l'application rationnelle. Bon, ça veut dire, je veux dire, c'est à la fois un joli résultat, mais ça veut aussi vouloir dire que dans ce contexte, l'entropie topologique ne sert à rien, hein, puisque c'est la même indépendamment de... Ça ne dépend que du degré, alors que je peux avoir des dynamiques extrêmement différentes, mais l'entropie topologique ne les distingue pas. Dans le cas d'un difféomorphisme d'Anosov, vous obtenez toujours un petit peu les mêmes formules, enfin je veux dire log de quelque chose. Hein. Ici, le logarithme, c'est le logarithme de grand lambda, et cette fois-ci, grand lambda, c'est le rayon spectral de l'action en homologie. Ou si vous préférez, hein, ça veut dire que vous considérez, vous avez votre matrice A, alors, vous regardez le module de la plus grande valeur propre, ça c'est la première chose, ça correspondrait à l'homologie en dimension 1. Mais quand vous regardez l'homologie en dimension k, vous devez prendre la puissance extérieure
de A, donc d'accord, et regardez le rayon spectral, enfin le module de la plus grande valeur propre, hein, de la puissance extérieure de A, et finalement prendre ce logarithme. Alors une autre façon de le dire, hein, c'est de considérer les valeurs propres de A qui sont de modules strictement plus grandes que 1, hein, et donc le logarithme, le logarithme du module est strictement positif, hein, et de prendre la somme de ces logarithmes. Donc c'est ça, je veux dire, qu'on obtient. Donc voilà pour l'entropie topologique d'un difféomorphisme d'Anosov. Notez bien que comme c'est un invariant par conjugaison topologique, bon, j'ai écrit F ici, mais bien sûr, ça ne dépend que de la classe d'homotopie donnée par une matrice hyperbolique grand A. Et finalement, pour un ensemble basique général, hein, ce qui se passe, c'est qu'il suffit de considérer la semi-conjugaison. La semi-conjugaison, on avait vu que donnée par une partition de Markov, hein, elle avait de très bonnes propriétés. Ce n'est pas une conjugaison parce que K peut être connexe et le décalage ne l'est pas, hein, mais malgré tout, elle était injective sur un très gros ensemble, hein, et même quand elle n'était pas injective, il y avait qu'un nombre borné d'images inverses. Donc ça suffit à garantir que cette semi-conjugaison ne va pas changer l'entropie. Hein, le résultat général, c'est qu'une semi-conjugaison ne peut que décroître l'entropie, mais en l'occurrence, ici, c'est une semi-conjugaison qui est suffisamment proche d'une conjugaison, hein, pour conserver l'entropie. Et donc, vous obtenez une partition de Markov, vous obtenez un sous-décalage. Un sous-décalage, c'est le cas qu'on a vu ici. Et donc, de nouveau, dans ce cadre général d'un ensemble basique, l'entropie topologique sera toujours le logarithme d'un lambda qui, au minimum, est un nombre algébrique, hein, puisque vous voyez que la matrice A indice B, les coefficients sont 0 ou 1, hein, et donc les valeurs propres de A sont automatiquement des nombres algébriques. Donc, dans tous les cas que vous avez ici, je ne prétends pas du tout que c'est un résultat général, mais enfin, dans ces cas où la dynamique est très sous contrôle, sauf dans celui-là, mais c'est pour une raison différente. Enfin, ici, la dynamique n'est pas sous contrôle, mais enfin, dans tous les cas, vous obtenez le logarithme de nombres algébriques. Voilà, alors je crois que oui, ça s'arrête là. Et donc, on verra la semaine prochaine le complément, en quelque sorte, en théorie, pas le complément, la notion correspondante en théorie ergodique, qui est un peu plus subtile, hein, qui est la notion d'entropie métrique. Merci.